Écoutez, en attendant que tout le monde arrive, je vais juste vous présenter un certain nombre de journaux que j'ai mis de côté pour vous, qui illustrent un peu ce dont je vous ai parlé ces derniers temps et surtout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ce sont des journaux, pour la plupart, ce sont des numéros spéciaux du journal Historia. Ou bien ce sont des numéros qui ont un dossier consacré à des problèmes dont nous avons parlé. Par exemple, ici, nous avons un numéro spécial Historia qui s'intitule donc l'aventure coloniale française. Nous avons parlé récemment avec vous des colonies françaises, du premier empire colonial et du deuxième empire colonial. Donc voilà ce numéro. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de deux choses particulières. Je ne sais pas si nous aurons le temps de parler entièrement, de terminer ce thème aujourd'hui, mais nous allons le commencer. Il s'agit d'une part, donc, je voulais annoncer, de deux populations particulières à l'intérieur de la population française, qui sont d'une part les Juifs et d'autre part les Algériens. Et pour cela, par exemple, je me suis basée notamment sur ce numéro qui est un numéro spécial du journal L'Histoire, pas Historia, mais l'Histoire, c'est une autre publication. Il y a en France beaucoup de journaux grand public consacrés à l'histoire. L'histoire est une passion française. Les Français lisent beaucoup de publications consacrées à l'histoire. Et puis, plusieurs journaux consacrés à l'Algérie. Donc, nous avons ici deux journaux qui sont consacrés d'une part aux Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, c'était les Français, les colons français en Algérie, et d'autre part la guerre d'Algérie, qui est un gros problème dans l'histoire française, une thématique très complexe dans la façon d'envisager l'histoire du XXe siècle. Et puis, pour ceux que cela intéresserait, il existe également deux numéros spéciaux, des numéros, oui, ce sont des numéros spéciaux, oui, du journal Historia. Il y a l'un qui est consacré aux Arméniens qui ont fait la France, donc le rôle de la diaspora arménienne en France, et un autre numéro consacré aux Italiens qui ont fait la France, donc c'est leur rôle dans la vie et dans la culture française. J'attends encore, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de numéros sur les Russes qui ont fait la France, mais il y en a beaucoup. Et j'ai une grande liste de personnalités d'origine russe qui ont joué un grand rôle dans la vie culturelle française. Bien, nous allons donc continuer. Je ne sais pas si d'autres personnes vont se joindre à nous par la suite, mais nous avons beaucoup de travail, donc je vais tout de suite ouvrir ma présentation de manière à ce que vous puissiez la voir. Donc, comme je vous le disais, je vais vous présenter au minimum le premier cas et probablement nous allons commencer le deuxième cas de figure et des conséquences que cela entraîne pour la vie en France. Donc, la première communauté, la première particularité, je ne sais pas comment vous dire, dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les Juifs de France, les Juifs français et puis ensuite les Algériens. Alors, pour les Juifs, on va déjà essayer de comprendre comment est-ce que une certaine quantité de personnes de religion juive, puisque en France, c'est de religion israélite, c'est ce qui a été dans l'histoire important pour les Juifs et leur intégration dans l'Europe, c'était la
religion et non pas autre chose. Il faut voir qu'il y a eu des dispersions des diasporas juives dans le tout début de l'histoire de l'Europe, puisque il s'agit donc du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc au début dans cette zone-là, et puis un petit peu plus loin, donc dans le sud de la France, le sud de l'Espagne, et un peu aussi dans le nord de l'Europe. On doit considérer que dans l'Empire romain, à partir de 212, donc c'est assez ancien comme période, à partir de 212, les Juifs sont considérés comme des citoyens de l'Empire absolument à égalité. Donc ici, notre diapositive est un petit peu coupée, c'est comme les autres groupes deviennent citoyens de l'Empire. Ça, il s'agit de l'Empire romain. Donc, on voit que sur le territoire qui va devenir la France, un certain nombre de communautés se forment en remontant surtout le fleuve, le Rhône, la Saône et la vallée de la Loire. Aux alentours de l'an 600, on trouve un peu plus de représentants dans différentes zones de l'Europe. Donc, il y a des communautés qui se forment. On voit ici, ce sont donc des zones de forte implantation. Donc, ce sont des villes avec éventuellement des synagogues qui s'installent. Nous avons la carte pour toute l'Europe, mais ce qui nous intéresse, c'est ici le territoire de la France. Et pareil, on voit cette expansion qui continue au cours de l'histoire. Donc ici, nous sommes au IXe siècle. Un petit peu plus tard, on a déjà ce que l'on peut appeler des communautés urbaines. On a un peu de données un petit peu plus précises l'époque de Louis IX. Louis IX, c'est un roi que l'on a appelé Saint Louis. Il a été canonisé, alors qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui maintenant considèrent que cette canonisation n'est peut-être pas absolument méritée, dans la mesure où Saint Louis a non seulement persécuté les Juifs, mais il a également persécuté une certaine partie de la population du royaume de France, puisque c'est à l'instigation de Saint-Louis qu'on a commencé la croisade contre les Cathares dans le sud de la France. Donc c'était probablement, il le faisait pour la religion catholique, mais ce n'était pas quelqu'un de très charitable pour autrui. On considère donc que sous Louis IX, il y avait entre 50 et 100 000 juifs, c'est difficile à dire exactement, dans tout le royaume, surtout dans les grandes villes, dont 15 000 à Paris, c'est-à-dire environ 5% de la population de Paris. Ça, c'est donc dans le journal L'Histoire que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est important de souligner que dans l'histoire, dans l'époque historique, la question était une question de religion. Ce n'était absolument pas une question de ce que l'on appelle en russe nationalité ou de ethnie ou de sang, de relation de père, de filiation. Ce qui distinguait une personne d'une autre, c'était la religion que cette personne pratiquait. Donc, ce qui veut dire que l'on peut bien entendu changer de religion, ça c'est une question de conscience, mais ce n'est pas immuable, ce n'est pas impossible de la changer. Il faut bien savoir que
la distinction entre les Juifs et les autres personnes a été une distinction qui a été institutionnalisée dans toute l'Europe par un concile, notamment par plusieurs décisions de la papauté, mais notamment par le concile de Latran, le concile du Latran, en 1215. Et c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître dans l'Europe le port d'un insigne particulier qui, à l'époque, s'appelait une rouelle, parce que c'était comme un cercle, comme une sorte de roue, jaune. La couleur a pratiquement toujours été jaune. Il y a eu des autres couleurs, mais la plupart du temps, c'était une couleur jaune. La rouelle jaune, pour distinguer les Juifs des autres personnes, était éventuellement censée symboliser les pièces d'or que Judas avait reçu pour la trahison du Christ. Donc l'idée, c'était vraiment une question de religion, c'était le peuple qui a trahi le Christ, le peuple qui a crucifié Jésus-Christ. Donc effectivement, dans plusieurs zones, dans plusieurs régions du monde, du monde occidental de l'époque, les Juifs ont dû porter des rouelles jaunes, on les voit ici sur les habits, et ont été persécutés. On voit ici un bûcher, donc des Juifs qui sont brûlés pour la seule raison qu'ils sont juifs. Donc, ce sont des persécutions qui ont eu lieu dans l'Europe et notamment en France à partir du XIIIe siècle. Et à partir de cette période, on voit des phénomènes assez caractéristiques qui sont les phénomènes d'expulsion des différentes zones de l'Europe, et on voit des départs des Juifs, d'une part d'Angleterre, comme on le voit ici, ils viennent d'Angleterre en France, mais de France ils partent vers le sud et également vers l'est, et donc il y a un grand déplacement des populations juives de l'Europe dans les zones de l'est de l'Europe, dans lesquelles ils vont s'installer pour un bon bout de temps. Donc ça, ce sont différents mouvements qui ont eu lieu, comme vous le voyez, au XIVe siècle, 1306, 1353, 1394, des périodes différentes dans l'histoire européenne. Ensuite, ce que l'on voit, c'est qu'il y a ce que l'on a appelé la reconquista, donc la reconquête, et les souverains espagnols étaient connus pour être très catholiques, c'est comme ça qu'on les appelait, et étant très catholiques, eh ben, ils ont chassé les Juifs de leur territoire, alors qu'il y avait de très grandes et très puissantes communautés juives avec des savants très renommés. Et donc, ces Juifs se sont dispersés dans toute l'Europe, et ce sont les Juifs que l'on appelle les séfarades. Donc, c'est la vague et le groupe de religion et de tradition que l'on appelle les séfarades, qui se sont installés, comme vous ne voyez, pas beaucoup dans la France, mais surtout dans d'autres pays au XVe siècle. Et puis, deuxième vague qui va secouer l'Europe, c'est dans l'autre sens. Nous avions vu tout à l'heure qu'un certain nombre de Juifs s'étaient installés dans les pays de l'Est, la Pologne et ce qui correspond à peu près à la Biélorussie actuelle. Et là, il va y avoir ce que l'on a appelé des pogroms, des massacres, et les Juifs repartent dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'Ashkénazes, les Ashkénazes étant un autre groupe de Juifs qui vont se retrouver en France par la suite. Donc maintenant, nous avons une période où ils ont été expulsés et une autre période où ils vont se retrouver de nouveau sur le territoire de la France. Et en résultat de cela, il y a donc un certain nombre de communautés juives qui se retrouvent en France, et
grâce aux principes de la Révolution française, lesquels principes étant indépendants de la religion, il y avait une logique en ce que la communauté juive soit reconnue comme des citoyens à part entière de la France, des habitants à part entière de la France. Donc, les données nous donnent de nouveau un chiffre qui est pas très grand, vous voyez, il est moins grand que celui que nous avions au Moyen-Âge, environ 50 000 juifs en 1789, c'est-à-dire au moment de la Révolution française. Tout de suite après, donc en novembre 1791, on a une loi qui considère que les Juifs de France sont des citoyens français, et cette loi est ratifiée par le roi, puisque à l'époque, le roi de France n'est pas encore déchu, et donc il est encore en capacité de ratifier les lois proposées par l'Assemblée nationale. C'est une période très courte, il va bientôt vouloir fuir et disparaître du paysage français, mais c'est encore le roi qui a signé cette loi. Donc, à partir de cette année-là, les Juifs de France sont des citoyens à part entière de la France. Cette situation va continuer puisque les religions ont été abolies pendant la Révolution française, mais elles ont été rétablies par Napoléon notamment, et Napoléon a rétabli le culte israélite comme les autres cultes de France en 1806. Donc, la religion israélite était autorisée à partir de ce moment-là, elle n'a jamais été interdite. On continue l'histoire continue avec de nouveaux mouvements de migration qui font qu'il y a de nouveaux arrivées de population israélite à la fin du 19e siècle, et un certain nombre vont arriver en France. Donc, vous voyez, ils viennent en grande partie, ils viennent de l'Europe de l'Est, et ce qui nous donne une statistique alors qui est très difficile à faire parce que elle n'est pas officiellement indiquée, puisqu'on n'a pas de chiffres sur la religion des personnes en France. Donc, c'est très, très difficile de savoir combien de personnes correspondent à telle ou telle religion dans la France. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas non plus de statistiques ethniques. Donc, tout cela est une estimation au grand maximum. Je vous rappelle effectivement que avant la loi que nous avons discutée la semaine dernière, la loi de 1889, personne en fait ne savait sur le territoire de la France qui était véritablement citoyen français ou qui ne l'était pas. C'était une question qui ne se posait pas vraiment. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est qu'un grand nombre de Juifs français sont sur le territoire de l'Est de la France, par tradition, et c'est un très gros problème parce que ce sont des territoires qui vont être annexés, si vous vous souvenez, lors de à la suite de la guerre avec la Prusse, et un grand nombre des Juifs qui étaient dans l'Alsace occupée vont émigrer en France. Il faut savoir que quand l'Allemagne, la Prusse en fait, a annexé ces deux régions, les habitants ont eu 1 an pour choisir
quelle nationalité il voulait prendre. Et donc, un bon nombre des habitants de la Lorraine et de l'Alsace ont choisi de rester français. Donc, s'ils voulaient rester français, ils devaient partir. S'ils restaient dans ces régions, ils devenaient allemands. Mais ils ont eu un an pour choisir et un grand nombre de personnes sont partis, dont les Juifs, un bon nombre de Juifs sont partis vers l'intérieur du pays pour ne pas devenir allemands. C'était une chose qui a été occupée. Alors, donc, je vous rappelle que selon la loi que nous avons discutée la semaine dernière, la loi de 1989, toute personne née en France par filiation paternelle, donc maintenant par filiation en général, est française. Donc, les descendants de tous les Juifs de France devenus français à la Révolution sont français par filiation depuis, au minimum depuis la Révolution. Et ensuite, il y a les lois de l'immigration qui s'appliquent. Donc, ils peuvent devenir français au bout d'une ou deux générations, suivant les cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la plupart des cas, les personnes de religion israélite ou de tradition familiale de religion israélite sont français, sont citoyens français depuis au minimum la Révolution. Malgré tout, bien entendu, c'est une situation qui pose parfois des problèmes. Et un des gros problèmes qui est arrivé dans l'histoire de France et qui a cristallisé un antisémitisme qui n'était pas évident tout au début, c'est l'histoire du capitaine Dreyfus, qui est une histoire très marquante de l'histoire de France, donc entre 1894 et 1906. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur l'histoire du capitaine Dreyfus, sur l'affaire Dreyfus. Je ne vais pas la raconter aujourd'hui parce que nous n'avons vraiment pas le temps. Disons que le capitaine Dreyfus était un soldat, un ancien étudiant de l'école polytechnique extrêmement brillant, qui était justement dans le cas de Juifs d'Alsace qui était venu s'installer en France après la défaite de 1870. Dreyfus était un capitaine très brillant et il a été accusé de trahison. On a soi-disant trouvé un papier soi-disant écrit de sa main et il a été, heureusement pour lui, condamné à la déportation sur une île dans l'océan Pacifique. Il n'a pas été condamné à mort, condamné à la déportation, dégradé bien entendu. Vous voyez son épée brisée, toutes ses épaulettes, ses grades arrachés, etc. Et puis, au bout de quelque temps, on a prouvé, et notamment Émile Zola, l'écrivain Émile Zola, qui a pris position dans un texte extrêmement célèbre qui s'intitule J'accuse et qui a été publié dans le journal L'Aurore de Georges Clemenceau, qui ont prouvé au bout de quelques années. Donc, vous voyez, au bout de 8 ans, on a réussi à prouver que ce n'était pas du tout le capitaine Dreyfus qui était coupable, mais un autre capitaine, Esterhazy, qui était coupable de trahison. Et heureusement pour le capitaine Dreyfus, il a été ramené en France, on lui a rendu son épée, son grade, son honneur, et il a pu continuer à servir dans l'armée française. C'était une histoire qui a véritablement partagé le pays. Vous aviez sur l'image précédente une image humoristique très connue. Qu'est-ce que devient un dîner en famille si on parle de l'affaire Dreyfus? Donc, surtout, il ne faut pas en parler, et ce que ça donne,
Et ce que ça donne, si on en parle, toute la famille se dispute parce que toute la France était séparée en deux à cette époque. Alors, je vous dis, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Si par contre, vous voulez regarder, je vous conseille très fortement de regarder le film de Roman Polanski. Alors, on peut penser de Roman Polanski tout ce qu'on veut. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de sa vie personnelle et sexuelle, surtout pas, mais c'est un réalisateur remarquable. Et le dernier film qui est sorti de Roman Polanski s'intitule J'accuse, et c'est une des mises à l'écran de l'histoire Dreyfus, c'est la plus récente, avec de très bons acteurs. En russe, ce film s'appelle Offizier et Spion. Bon, c'est peut-être pas une très bonne traduction, mais ça c'est un autre problème. Si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, je vous conseille de regarder ce film, c'est important. Et puis, la situation était quand même plus ou moins stabilisée quand sont arrivées de nouvelles migrations assez importantes de différentes zones vers les États-Unis en grande partie, vers l'Amérique du Sud également, mais notamment aussi vers la France. Vous voyez que la France s'est retrouvée un pays de forte migration juive à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et c'est un problème parce que ces gens-là ont été en grande partie, c'était donc des juifs de première ou deuxième génération en France, ils n'avaient pas forcément encore la nationalité, la citoyenneté, le passeport français, puisqu'ils venaient d'autres pays. C'est comme ça qu'on rencontre énormément de juifs russes, par exemple, on les appelle comme ça, ou juifs polonais, c'est-à-dire quelqu'un de religion juive, mais qui vient de Pologne et donc qui était citoyen polonais. Et ces gens-là se sont retrouvés en France au moment de la Deuxième Guerre mondiale, laquelle a bien entendu, vous le savez, particulièrement poursuivi la communauté juive, et la communauté juive de France a été très fortement impactée par la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement français, qui était un gouvernement de collaboration avec le gouvernement allemand, a pris position contre les Juifs, a ordonné des mesures de recensement, a ordonné le port de l'étoile jaune, a notamment organisé une exposition extrêmement raciste qui s'appelait Le Juif et la France, dans lequel étaient colportés absolument tous les stéréotypes terribles que l'on peut rencontrer dans l'histoire de l'Europe. Et elle a notamment instauré ce que l'on a appelé le statut des Juifs, dans lequel donc Israël, cela veut dire les Israélites, ce n'est pas le pays n'existe pas à ce moment-là, d'accord? Donc quand on dit Israël, cela veut dire les Juifs, les Israélites, les représentants de la religion juive. Donc tous les représentants de la religion juive étaient exclus de la fonction publique, donc ils ne pouvaient plus enseigner, ne pouvaient plus être fonctionnaires, ils perdaient leur travail comme ça du jour au lendemain. Les entreprises étaient fermées et la nationalité qui avait été accordée en grande quantité pendant le début du XXe siècle a été retirée. Donc on voit ici la loi du 22 juillet 40, donc pendant la période de l'occupation, et c'est-à-dire la période où le gouvernement français collaborait avec le gouvernement russe, ce qu'on appelle le gouvernement de Vichy, puisque c'était Vichy la capitale à l'époque, et vous voyez que sur toutes les nationalités qui avaient eu, les nationalisations qui avaient eu, un grand nombre, donc 7% ont été déchus, et pratiquement la moitié de ces personnes étaient juives. Ces dénationalisations n'ont pas concerné
que les Juifs, mais en grande partie. Et à partir de ce moment-là, comme ils avaient perdu leur nationalité française, ils pouvaient être chassés du territoire, etc. C'était donc quelque chose de tout à fait catastrophique. Donc, on a vu ce graphique la semaine dernière. Donc, une grande partie des dénationalisations a eu lieu à cette. Alors, bien sûr, tout cela a entraîné une très grande répression et des déportations. Ici, nous avons le vélodrome d'hiver, lequel vélodrome d'hiver a été transformé en lieu de parquage des Juifs avant le départ dans les camps de déportation allemands. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme situation à l'heure actuelle? Comme je vous ai dit, c'est très difficile de savoir des statistiques précises puisque ce n'est pas, il n'y a pas de statistiques officielles, ce sont des estimations. Donc, à peu près 1% de la population française. La plupart sont des séfarades. Nous avons vu, il y a les ashkénazes et les séfarades. La plupart des juifs en France sont des séfarades, c'est-à-dire qu'ils viennent du sud de l'Europe, l'Europe méditerranéenne surtout. On doit voir que suivant le conseil représentatif des institutions juives, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout pratiquantes de leur religion ou très peu pratiquants, et il y en a une certaine proportion qui sont pratiquants, donc qui vont à la synagogue et qui observent les injonctions de leur religion. Pour rappel, on doit voir donc que si nous avons 1% de la population juive en France, la plupart des Français se déclarent hors religion, donc non croyants. Un quart de la population française se déclare catholique et les autres religions sont représentées ici avec, comme vous voyez, 5% de musulmans, 3% de protestants et d'autres religions dans lesquelles il peut y avoir un grand nombre de variétés. Malheureusement, la France est sujette à de nouvelles vagues d'antisémitisme. Donc, nous avons vu une vague d'antisémitisme au début du XXe siècle avec l'affaire Dreyfus qui a cristallisé ses opinions. On a vu ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis ces derniers temps, on trouve des actes des actes antisémites assez souvent. Alors, on peut dire qu'ils ont tendance à descendre, à diminuer, mais il y en a quand même beaucoup dans les différentes années et c'est assez varié. C'est quand même un assez grand nombre de cas et cela peut aller à des injures, des profanations de sépultures, cela peut être des violences. Par exemple, vous voyez ici les boîtes aux lettres en France sont souvent décorées de portraits de personnalités célèbres. Ici, nous avons Simone Veil, qui est une ancienne ministre de la France, et on voit que son portrait a été tagué avec des croix gammées et des inscriptions injurieuses. Des tombes ont été profanées assez régulièrement, des personnalités ont été attaquées. Par exemple, ici, Alain Finkielkraut est un philosophe français très célèbre qui récemment a été, disons, injurié en public dans la rue et un peu molesté, ce qui était assez désagréable, bien évidemment. Et par conséquent, il y a ce que l'on appelle l'Aïa, qui est le départ des Juifs de France. Donc, c'est le départ vers Israël, puisque maintenant existe ce pays d'Israël. Et ce départ est toujours assez stable. Alors, ça dépend des années, mais dans l'ensemble, on peut dire que cela augmente d'année en année, ce qui n'est probablement pas quelque chose de très glorieux pour la France.
Dans la politique, souvent on accuse ou on dit des Juifs qu'ils occupent une place très importante dans la politique. Dans la politique française, en fait, ce n'est pas très fréquent. Il y a eu un seul président de la République française lors de la 4e République, c'était Léon Blum, qui a été, c'était une période où il n'y avait pas d'élection au suffrage universel, c'était les ministres, c'était les hommes politiques entre eux qui choisissaient leur personnalité. Et il y aurait pu y avoir un président de la République française en 2012, mais Dominique Strauss-Kahn était en très très bonne position pour être candidat à la présidence de la République, mais il a été victime, si l'on peut dire, d'un très gros scandale, ou tout du moins il a été impliqué dans un très gros scandale sexuel, et il a complètement sa carrière politique a été complètement stoppée. On a parfois dit que c'était justement que ce scandale avait été organisé exactement pour l'empêcher de devenir président de la République. On ne saura jamais parce qu'il ne sera jamais président de la République. C'est trop tard maintenant, il est trop vieux et sa réputation est complètement ruinée. Voilà. Deuxième cas de figure, il s'agit des Algériens. Donc, les Algériens, ce sont les habitants de l'Algérie, l'Algérie étant au nord de l'Afrique, et l'Algérie est une colonie qui avait un cas particulier par rapport à toutes les autres colonies françaises, ce qui fait que la situation était un petit peu plus compliquée que pour les autres représentants. Donc, comme on le voit historiquement, je vous ai donné ici quelques dates, nous allons les voir un petit peu plus en détail maintenant. L'Algérie a été conquise par la France dans la période de 1830 à 1847. Alors, il faut imaginer que l'Algérie, c'est très grand, hein, c'est vraiment une très grande zone. En réalité, c'est surtout cette portion de l'Algérie qui est occupée et colonisée, mais l'Algérie, c'est une partie du territoire, c'est aussi une partie du Sahara, c'est très grand et c'est un pays très riche et qui a des ressources très riches. C'est une colonie qui est dite de peuplement, c'est-à-dire que des Français viennent peupler l'Algérie, viennent s'installer en Algérie et le statut est différent de celui du Maroc ou celui de la Tunisie, qui sont des protectorats qui restent donc plus ou moins indépendants et dans lequel il y a simplement une exploitation de la colonie par la France. L'Algérie est considérée comme une partie de la France. Donc, je vois ici, nous rappelons les positions françaises, donc qui ont commencé dans les années 70, puis qui se sont étendues, donc avec le Maroc et l'Algérie, vous voyez, comme elle est très grande, cette Algérie française, elle est vraiment immense, c'est un très grand territoire. Et elle est considérée donc comme un territoire français. Donc la colonisation s'est faite d'une façon assez compliquée. On ne va pas rentrer dans les détails. Je vous enverrai cette présentation comme d'habitude. Mais on doit dire que les Algériens ont été, comme tous les autres colonisés, mais également comme les citoyens français, ont été engagés dans l'armée française dans la Première Guerre mondiale. Comme vous voyez, environ 170 000 ont été incorporés dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, sur le territoire de la France pour la plupart, et un bon nombre d'entre eux sont morts pendant la Première Guerre mondiale à différents fronts. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous l'avons également vu, les Algériens ont été aussi engagés et ont pris part à la
l'effort de guerre de la France. Et puis, l'Algérie, comme les autres colonies, a voulu obtenir son indépendance. Et c'était plus difficile pour l'Algérie que pour les autres, puisque le statut de l'Algérie était différent du statut des autres colonies qui sont devenues indépendantes d'une façon plus simple. L'Algérie était, par la France, par le gouvernement français et, comment dire, administrativement considérée comme un département, enfin, même comme plusieurs départements français. Et comme vous le voyez ici, la guerre d'Algérie a été un long processus qui s'est écoulé pendant 8 ans. Alors, si vous voulez, c'est très simple pour les Russes, pour des auditeurs russes, c'est très simple de comprendre cette histoire d'Algérie, enfin la guerre d'Algérie et les problèmes sociétaux qu'ont pu apporter la guerre d'Algérie si vous faites la comparaison avec la guerre en Tchétchénie. Pour la Russie, pour le gouvernement russe, la Tchétchénie fait partie de la Russie et c'est un problème intérieur. Et s'il y a des conflits dans cette région, c'est un conflit intérieur et on n'appelle pas ça la guerre. On évite de parler de guerre, on dit les événements, on dit peut-être éventuellement les affrontements. Généralement, le mot que l'on emploie, c'est le mot événement. Et donc, avec l'Algérie, c'était exactement la même chose. On ne parlait pas véritablement de guerre d'Algérie. Et les soldats qui étaient envoyés faire leur service militaire en Algérie, les soldats français qui étaient envoyés faire leur service militaire en Algérie, découvraient sur place qu'en fait c'était une guerre, mais personne ne reconnaissait que c'était une chose pareille. Et c'était un énorme choc pour les personnes qui ont participé. Et maintenant seulement, au bout de, comme vous voyez, 50 ans, on commence seulement à reconnaître que véritablement il s'agissait d'une guerre et que le gouvernement français a une grande responsabilité dans cela. Donc, il y a beaucoup d'événements compliqués, notamment des attentats contre le général de Gaulle et d'autres attentats un peu partout. Moi-même, je me souviens dans mon enfance, il y avait des attentats à la bombe un peu partout dans Paris qui étaient organisés par soit les partisans de l'indépendance de l'Algérie, soit au contraire par ceux qui étaient contre. Le général de Gaulle a résolu cette situation et on le montre toujours avec cette position avec les deux bras en V et quand il dit « je vous ai compris » et c'est lui qui a imposé l'indépendance de l'Algérie au prix de beaucoup de choses. Il a effectivement failli être tué, mais ça a quand même été entériné et donc le 2 février 1962, il y a eu un cessez-le-feu et à Évian, on a conclu un accord en 1962. Alors, un certain nombre de personnes se sont retrouvées dans un cas particulier, c'est non seulement les habitants de l'Algérie qui ont tout d'un coup devenu indépendants et ont perdu la nationalité française, mais on s'est retrouvé avec un certain nombre d'Algériens qui avaient été engagés dans l'armée française, on les a appelés des harkis. Il y en a un grand nombre qui ont été massacrés par les Algériens eux-mêmes, un certain nombre qui se sont réfugiés en France et jusqu'à maintenant, il reste encore des descendants de ces harkis en France. Alors, il y a beaucoup d'œuvres aussi bien littéraires que cinématographiques sur ce sujet. Je vous conseille de voir cela. Une petite seconde, je réponds tout de suite.
de voir celui-ci, notamment Hors la loi est un film sur 3 frères qui se trouvent dans la même situation. C'est assez intéressant à voir. Quelles conséquences de la guerre d'Algérie pour la France? Eh bien, pour l'indépendance de la guerre de l'Algérie a fait que eh bien, les Algériens se sont tout de suite mis à arriver en France en tant que travailleurs étrangers, plus les pieds noirs, c'est-à-dire les Français qui étaient les colons. Environ 1 million de personnes sont rentrées sur le territoire de France, donc un certain nombre de Français donc les Français musulmans, ce sont les Algériens qui avaient la nationalité française qui sont rentrés, notamment les Harkis. Les autres Algériens deviennent étrangers et il n'y a plus de liberté de circulation entre les deux pays. On avait donc, au niveau de la nationalité, vous vous souvenez qu'ils n'avaient pas ils avaient la nationalité mais pas la citoyenneté. En 1947, les habitants de l'Algérie, qu'on appelait les Français musulmans, deviennent citoyens français s'ils acceptent les lois françaises. S'ils gardent les lois locales, ils ne sont pas citoyens français. Ils devaient choisir à ce moment-là quelle citoyenneté ils gardaient. À l'indépendance, ceux qui n'avaient pas fait ce choix, donc ceux qui avaient fait le choix de devenir statut civil de droit commun gardaient la nationalité française, les autres perdaient la nationalité française. Donc c'est comme ça que se sont séparées ces deux populations. Et on a donc maintenant, on le sait, parmi les immigrés qui viennent en France, un certain nombre de personnes qui sont d'origine algérienne, sont relativement importants, notamment parce que la France était quand même considérée comme la métropole et la plupart des Algériens, au minimum dans toutes ces années, étaient francophones. Pas peut-être un merveilleux français, mais tout à fait francophones, au minimum ceux qui étaient allés à l'école. Alors, en troisième position, si j'ose dire, juste pour préciser, nous avons vu la situation des Juifs, nous avons vu la situation des Algériens. Il faut dire qu'il y a des personnes qui cumulent les deux particularités, puisqu'il y a un certain nombre de Juifs algériens et eux ont une situation tout à fait particulière. C'est une communauté très ancienne. Nous avons vu tous les déplacements de la population juive pendant les années et il y a une certaine quantité de juifs qui se sont installés en Algérie. Il y a des quartiers juifs dans les villes algériennes et vous voyez par exemple ici, je vous conseille énormément, si vous vous intéressez aux bandes dessinées, de lire la série de bandes dessinées qui s'appelle Le Chat du rabbin de Johann Sfar. C'est une série très poétique qui se passe à Alger. Et il y a aussi un dessin animé d'ailleurs qui se passe à Alger dans la communauté juive d'Alger. Donc, quel va être le statut des juifs algériens? Donc, comme tout le monde, ils deviennent indigènes en 1930, comme tous les habitants des colonies, mais par un décret particulier qui est le décret Crémieux, les juifs algériens obtiennent tous la nationalité française complètement, ce n'est pas le statut indigène, ils deviennent complètement des citoyens français. Alors ce statut a été abrogé, il a été rétabli donc en 40 puis en 43, donc ils ont retrouvé la citoyenneté française. Et au moment de l'indépendance, la presque totalité des juifs algériens donc, qui avaient la nationalité française sont rentrés en métropole, c'est-à-dire en France. Et on compte que dans l'ensemble, dans toute cette période, une grande quantité, donc 235 000 des Juifs d'Afrique du Nord se réfugient en France, comme d'autres pieds noirs, on ne fait pas la différence. Mais parmi eux, il y a un grand nombre de ceux qui sont à la fois juifs et algériens. Alors, qu'est-ce que ça nous donne maintenant?
il y a beaucoup de fausses informations. Vous voyez, ça, c'est une fausse information. Elle est barrée par une grosse croix qui dit qu'il y a 7 millions de franco-algériens en France, donc de Français d'origine algérienne. Alors, ce n'est pas 7 millions du tout. Au grand maximum, il y a environ 500 000 citoyens algériens sur le territoire de France, plus leurs familles. On compte parmi ceux qui sont électeurs, on a environ 814 électeurs algériens, donc personnes qui ont le droit de voter en Algérie. On en a compté en 2014. On n'a pas de statistiques religieuses, on peut seulement estimer la pratique. Donc, on donne environ 3 millions de personnes de culture musulmane et dans ces 3,5 millions, 3 millions de pratiquants, mais ce ne sont pas seulement des Algériens, ce sont toutes les personnes de culture musulmane. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Par exemple, nous sommes actuellement en train de traduire, donc ce livre-ci a été traduit, il va être publié dans l'université de Tomsk cette année, qui raconte notamment l'intégration des immigrés en France. Actuellement, nous sommes en train de traduire ce livre qui raconte l'histoire d'une famille algérienne en France. Il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup de personnes qui sont très très bien intégrées et qui deviennent des personnalités de la culture française. Malheureusement, il y a également, comme on a vu tout à l'heure pour la xénophobie et comme on a vu pour l'antisémitisme, il y a une islamophobie en France. Alors, elle concerne pas seulement tous les Algériens, mais tous les entre guillemets arabes, puisque les Français ne font pas toujours la distinction, les Russes non plus d'ailleurs, avec cette population. Donc, on voit qu'il y a un grand nombre d'actes d'islamophobie, beaucoup en 2015 à cause des attentats. Et puis, un certain nombre de lois qui ont été prises et qui sont intéressantes. Alors, en 2004, il y a une loi qui a été prise qui encadre en application du principe de laïcité, celui qu'on a vu la semaine dernière, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les écoles, collèges et lycées publics, c'est-à-dire les écoles, collèges et lycées d'État, on n'a pas le droit de porter quelque chose qui montre votre religion. Vous n'avez pas le droit, une petite fille n'a pas le droit de porter un voile, un juif n'a pas le droit de porter une kippa, et n'importe qui n'a pas le droit de porter une grande croix, une grosse croix sur sa poitrine. Ce sont les manifestations extérieures, les manifestations disons, visible d'une appartenance religieuse. Alors, parfois, on a appelé cette loi la loi sur le voile islamique parce que c'était surtout contre le voile islamique que cette loi était dirigée. Mais pas seulement, comme vous le voyez, elle concerne toutes ces situations. Alors, il y avait des personnes qui étaient favorables ou défavorables au foulard islamique à l'université, dans les écoles, dans la rue, dans les lieux publics. Donc, on voit que la plus grande opposition au voile islamique, c'est dans les écoles. Dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, c'est absolument autorisé. Si vous voulez que votre enfant porte un voile, mettez votre fille dans une école privée. Et dans une école publique, ce n'est pas autorisé. Donc, la loi interdit le voile, le hijab, qui couvre les cheveux, le cou. Il ne s'agit pas du visage pour l'instant. Et dans l'espace public, donc dans la rue, c'est autorisé. Pour les accompagnateurs dans l'enseignement supérieur à l'université, c'est autorisé. Dans un service public, si vous travaillez dans un service public, c'est autorisé, mais ce n'est pas autorisé à l'école pour les élèves. Et pour les élèves du privé, ça dépend du règlement de l'établissement privé.
Et si vous êtes un agent public, donc quelqu'un qui travaille dans une administration, vous n'avez pas le droit de porter un voile islamique ou un autre signe de religion. Par exemple, si vous êtes un hindou, vous n'avez pas le droit de porter un turban qui va montrer que votre appartenance à une religion particulière. Ensuite, on a une deuxième loi qui est venue s'interférer, la loi du 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc, comme vous voyez, ni la première loi, ni la deuxième loi, ce ne sont pas des lois qui sont dirigées contre les musulmans. En fait, oui, un peu, mais dans le texte de la loi, il n'y a rien qui indique que l'on interdit les habits musulmans. On interdit de dissimuler son visage. On interdit donc le port d'une tenue destinée à dissimuler son visage. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Voilà, on voit la République se vit à visage découvert. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Et on voit apparaître des petites indications comme ça. Vous n'avez pas le droit de venir avec un casque intégral de moto, vous ne devez pas mettre un masque sur la figure et vous ne devez pas mettre une capuche qui vous cache complètement votre visage. Oui, seulement maintenant, c'est un peu différent avec les masques chirurgicaux. Le masque chirurgical est autorisé actuellement malgré la loi du 11 octobre 2010. Il y a eu beaucoup de discussions, mais bien entendu que le masque chirurgical est autorisé. Qu'est-ce qui est interdit? La burqa, le niqab, le burkini. Alors, ça dépend des endroits. C'est une sorte de maillot de bain spécial. Le tchador, le hijab. Donc, ce sont des choses qui sont permises si vous montrez le visage, interdit si vous cachez le visage de la personne. En fait, il y a très peu de personnes qui portent des voiles intégrales, donc cette tenue-là, dans toute la France. On a compté qu'il y avait à peu près un peu moins de 2000 personnes dans toute la France. Oui, il y en a beaucoup dans la région parisienne, mais sinon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On a fait une loi exprès pour ça, vous comprenez, et que c'est assez intéressant de remarquer que ça a été réglementé en France. Là, l'islamophobie est quelque chose qui est le cheval de bataille du Front National, le Front National qui a été instauré par Jean-Marie Le Pen. Maintenant, c'est un vieux monsieur et c'est sa fille Marine Le Pen qui continue ce mouvement. C'est un mouvement d'extrême droite qui ont beaucoup de problèmes avec l'islam et avec les représentants de l'islam. Et puis, il y a eu les attentats terribles de janvier 2015 contre le journal satirique Je suis Charlie, dans lequel il y a eu des attaques contre ces dessinateurs, l'équipe du journal Charlie Hebdo, mais également contre un magasin juif, un magasin kasher dans la région, dans le quartier de la République, et ces attentats ont été suivis par d'autres attentats en novembre 2015 dans une salle de concert et dans la rue. Vous voyez que tout cela augmente le climat d'insécurité et le climat d'islamophobie que l'on peut rencontrer en France actuellement. Malheureusement, c'est vrai. Ça, on ne peut rien y faire. Mais heureusement, il y a dans la vie française des personnalités, donc pour l'Algérie, des personnalités célèbres, donc des acteurs, des sportifs, des scientifiques, des musiciens, des politiques, etc., des comiques très connus. Il y en a vraiment beaucoup.
des manifestations contre l'islamophobie qui continuent. Donc, par exemple, on voit en novembre 2019, juste avant les problèmes du Covid-19, donc on pouvait encore manifester à visage découvert. Et je voudrais terminer cet exposé par une dernière diapositive qui montre qu'en réalité, le problème existe toujours. C'est une diapositive que j'ai prise il y a quelques jours, vous voyez, en avril 2021, sur un mur dans la ville de Poitiers. La ville de Poitiers est une ville au centre de la France. Et c'est très, très intéressant comme photo parce que dans cette photo, on voit un certain nombre de comment dire, de références historiques françaises. Charles Martel était ce qu'on appelait un maire du palais, qui est devenu ensuite roi de France. Et en 732, donc vous voyez, c'est quand même il y a longtemps, en 732, au 8e siècle, il a mené une bataille contre un groupe d'Arabes qui avaient conquis toute l'Espagne et qui sont montés sur le territoire de la France, qui sont arrivés jusqu'à la ville de Poitiers. Là, il y a eu une bataille. Charles Martel a gagné cette bataille. Après cette bataille, ce groupe de soldats arabes sont retournés en Espagne. Ils ont continué à occuper l'Espagne, mais ils n'ont pas occupé la France. Donc, la France a été sauvée des Arabes en l'an 800. Et c'est vraiment très frappant de voir que encore maintenant, il y a des gens qui pensent qu'il faut sauver la France des Arabes et pour cela, il faut invoquer un roi de France du 8e siècle. La bataille a eu lieu, mais elle n'était certainement pas aussi importante qu'on veut le dire. C'est donc une référence culturelle très ancienne qui, parfois, comme ça, sur un mur, réapparaît. Et c'est très triste de voir que l'islamophobie existe encore en France.